que vous soyez quand même pas trop largué, on va vous faire un rappel théorique, d'accord, tout petit, pour que vous ayez globalement une idée de ce qu'on va faire comme exercice avec vous. Donc, le principe des TP, si on va prendre des TP qui sont des exercices en fait, ce sera justement de vous exercer. Okay, on va vous montrer comment les procédures de test fonctionnent, d'accord. Vous avez avec M. Denis côté réflexion, comment c'est conçu, pourquoi c'est conçu comme ça, comment ça marche. Nous, c'est vraiment la procédure technique, comment est-ce que vous pouvez calculer, appliquer ces tests qu'on vous apprend en théorie. Ça va. Mais évidemment, il n'est pas question de faire une scission complète entre les deux. Si vous n'avez pas bien compris au niveau théorique quel est l'intérêt de faire le test, ben justement, ça n'a pas d'intérêt de le faire. Ça va. Donc il faut que vous ayez compris théoriquement comment ça fonctionne pour pouvoir l'appliquer le jour de l'examen. Vous retrouvez devant un exercice et pas savoir quelle procédure vous ajouter parce que vous n'avez pas bien compris le principe, c'est toujours un peu dommage. Ça va. Donc restez attentifs, accrochez-vous au cours théorique et n'hésitez pas à poser des questions surtout. Ça va. Alors, rappel théorique sur l'analyse de variance simple. Et qu'est-ce que c'est la fonction de cette analyse? Donc si à un moment ou à un autre, vous me dites qu'on est là. Mais l'objectif, c'est de mettre en évidence l'existence d'un effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Ça va? C'est ce qu'on a plus ou moins travaillé avec vous en méthode d'extrait. Ben, ça, c'est une des manières de calculer les effets que vous avez essayé de mettre à jour dans les effets que vous avez créés. Ça va? C'est ce principe-là. Par exemple, ben, est-ce que le résultat à un test de formulation d'objectif est influencé par la méthode d'apprentissage? Autrement dit, est-ce que la méthode d'apprentissage a un effet sur les résultats? Ça va? Donc, à chaque fois de bien déterminer les variables dépendantes, indépendantes, etc. Alors, c'est bien joli de vous dire quelle est la fonction de ça, mais concrètement, ben, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, vous avez un ensemble d'observations que vous allez répartir selon les différents niveaux de la variable indépendante. Pour créer ce qu'on appelle des groupes indépendants. Okay. Donc par exemple, si les méthodes d'apprentissage dont on vient de parler, si on a 3 méthodes d'apprentissage, votre variable indépendante c'est méthode d'apprentissage à 3 niveaux, méthode A, B, C, méthode 1, 2, 3, comme vous avez entendu. Donc, par exemple, on arrive à quelque chose qui ressemblerait à ça. D'accord? Retenez que quand vous avez cette configuration-là, où on a des échantillons indépendants, les chiffres que vous avez dans une colonne ne sont pas les données d'un même sujet que dans les autres colonnes. D'accord? Dans chaque colonne, vous avez des sujets qui sont bien différents. J'attire votre attention là-dessus parce que dans d'autres tests, que ce soit en approche quantitative ou en élaboration des traités de la mesure en sciences humaines, on va se retrouver avec des tableaux dans lesquels une ligne correspondra à 3 résultats d'un seul et même sujet. D'accord? Ici, chaque case correspond à un seul sujet. Ça va? Donc, pourquoi je vous montre déjà ce tableau-là? Parce que c'est la configuration de tableau qu'on va devoir obtenir quand on veut travailler, faire une analyse de variance simple sur des données. Ça va? Ce sera toujours un tableau avec des colonnes bien distinctes qui correspondent à chacun des niveaux de la variable indépendante. Ça va? Ok. Alors, la question qu'on se pose quand on décide de faire une analyse de variance, la question à laquelle on veut répondre, c'est ça l'objectif si ça marche, c'est de savoir si les différents échantillons indépendants, donc l'échantillon colonne A, colonne B, colonne C, est-ce que ces échantillons sont considérés comme issus d'une même population ou pas? Autrement dit, est-ce qu'ils ont des performances globales qui sont identiques ou pas? Ça va? C'est ça la question centrale. Et comment est-ce qu'on va pouvoir savoir si ces performances globales sont les mêmes? En les quantifiant par le biais de l'indice moyenne, que vous connaissez bien, que vous avez vu en stade 1. Ça va? C'est ça l'idée. Donc on va comparer en fait les performances de différents groupes grâce à des comparaisons de moyenne. On va voir après comment ça se précise, pour savoir si ces différents groupes appartiennent en fait à la même population de base. Ça va? Dès que c'est pas clair, vous m'arrêtez. Ça va? C'est toujours le même principe. Ok? Alors, pour pouvoir faire ça, la première étape, c'est de formuler, comme on l'avait fait plus ou moins en méthode d'extrait, une hypothèse. Ici, c'est une hypothèse particulière, au sens où c'est une hypothèse nulle. Okay? On va systématiquement écrire HZ.
Et cette hypothèse nulle, c'est qu'il n'existe pas de différence entre les moyennes des populations dont sont extraits les différents échantillons. Ça va ? Autrement dit, il n'existe pas de différence de moyenne entre les différents groupes qu'on observe. Ça va ? La moyenne de la colonne 1 n'est pas statistiquement différente de la moyenne de la colonne 2, qui n'est pas statistiquement différente de la moyenne de la colonne 3. Ce qui prouve que, étant donné que les moyennes sont statistiquement identiques, ces différents groupes, ces différents échantillons appartiennent à la même population. Ça va ? Alors, il y a d'autres manières de formuler ça, que je vous ai inscrites ici. Celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qu'on vous demande à l'examen, c'est la formulation que moi j'appelle contextualisée, dans laquelle vous nous indiquez qu'il n'y a pas d'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Ça va ? C'est cette formulation-là qu'on attend de vous. Okay ? Donc gardez bien ça en tête. La formulation qui est au-dessus, c'est en fait la formulation canonique pour comprendre en gros le type d'hypothèse nulle qu'on attend dans une analyse de variance. Ok pour ça ? Normalement, vous êtes devenu très bon pour formuler des hypothèses, pour repérer la variable indépendante, la variable dépendante. Les résultats prouvent que vous en êtes très bien sortis. Par contre, dès qu'il y a un souci, vous m'arrêtez et on reformule. Ça va ? C'est souvent quand même une partie qui pose un peu de problème, donc on va la travailler. Bonsoir. Ok. Alors, à quoi sert cette fameuse technique de l'analyse de variance simple ? Elle sert en fait à spéculer sur des différences de moyennes. Mais attention, on ne spécule pas sur les moyennes exactement, mais plutôt sur la variabilité des données par rapport à la moyenne que vous observez, soit dans le groupe total, soit dans chacun des groupes. D'accord ? On va observer en quoi ou à quel point les données que vous observez s'écartent des moyennes de groupe, des moyennes générales. Ça va ? C'est ce principe-là. Comment est-ce qu'on quantifie ça ? Au moyen de l'indice de variance que vous avez vu avec M. Harmony, normalement de long en large, plus long que large d'ailleurs. Et en fait, on utilise cet indice de variance dans l'analyse de variance. Ça va jusque-là ? Ça paraît simple comme bonjour. En fait, ça l'est plutôt. Ça va ? Vous allez voir que le processus n'est pas le plus complexe qui est. Une fois que vous vous souvenez qu'on s'intéresse en fait à la variance en travaillant sur les moyennes dans les différents groupes qu'on va observer et en comparant tout ça aux moyennes du groupe général, voir effectivement si les différents groupes ou échantillons indépendants proviennent de la même population, une fois que vous avez ce principe-là en tête, tout s'éclaire à peu près. C'est ça que je vais encore vous demander si c'est clair. À peu près. Alors, normalement les exercices peuvent vous aider. Ce qu'on va commencer par faire d'abord, c'est revoir la formule de l'analyse de variance. Tout bêtement. Alors, ça c'est le signe de la variance. Ok ? La variance, c'est la somme, vous avez un indice de sommation, des carrés, un magnifique truc qui est mis au carré quelque part, des données à leur moyenne, d'accord ? Oui, pardon, est la somme des carrés des écarts, vous avez un moins ici, des données par rapport à leur moyenne, ok, qui est rapportée à l'effectif. Ça va ? Donc retenez les différents éléments du machin, on va travailler sur des formules qui ressemblent à ça. D'accord ? Donc vous avez une sommation, vous savez que c'est la somme des carrés, des écarts, des moyennes, des données par rapport à leur moyenne, rapportées à l'effectif. Ok ? Des éléments qu'on va retrouver après. Ça, c'est la variance en général. Ok, pour le petit point théorique. Donc, si vous êtes perdu, c'est compréhensible, parce que c'est un point très rapide. C'est pas mon but de vous expliquer complètement de quoi il s'agit. Donc, de nouveau, si vous avez des questions, si vous vous rendez compte que vous avez tous les mêmes questions, vous centralisez dans un fichier, vous envoyez à M. Harmony, qui va y répondre si on pousse un peu. Ça va ? Donc, vous n'hésitez pas à le faire. Okay, parce que l'idée, c'est vraiment pas que vous soyez perdu. C'est bien si vous savez faire les exercices, etc. Mais souvenez-vous qu'à l'examen, la partie théorique, c'est 60%. Ça va ? La partie pratique, 40%. Donc, dans les 60%, il faut gérer la matière. Il faut comprendre les principes que je viens de vous expliquer là. Ça va ? Il faut vous souvenir à quoi sert tel test qu'on va faire, tel test paramétrique ou non paramétrique, quelles sont les différences, etc. Ça va ? C'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de travailler ici. Mais normalement, en travaillant les procédures avec vous,
ça vous permet de comprendre autrement la logique du test. Ça va, de voir comment ça se déroule, quelles sont les étapes, et donc de comprendre les liens entre les différents éléments de formule, etc. Ok? Alors, justement, cette fameuse procédure de test, mais qu'est-ce que c'est? L'analyse de variance simple, ça consiste en fait à comparer une estimation de la variance totale qui peut être influencée par l'existence de différences intergroupes, donc une estimation de la variance qui peut bouger en fonction de ce qui se passe entre les groupes, d'abord, à une estimation de la variance totale qui n'est pas sensible, justement, aux différences qui existent entre ces groupes. Ok? Ça, c'est le principe de base. Et en fait, pour que ça fonctionne, les estimations de cette variance des données, okay, ont été construites pour qu'une soit sensible aux différences entre les groupes et que l'autre ne le soit pas. Okay. C'est ce que vous avez vu normalement quelque part dans une formule de f de Snedeker, avec les variations qui sont systématiques et les variations qui sont aléatoires. C'est ce que je viens de vous dire là. Okay. C'est ce principe-là. Ça va ? Alors, ces deux estimations de variance, à leur tour, elles sont comparées par justement ce fameux f de Snedeker. Ok ? Là, vous avez tout l'appareil de ce qui se passe normalement quand vous faites une analyse de variance simple. Vous avez le principe. Pour pouvoir appliquer le principe, il faut des formules. Et vous avez eu cette magnifique dia qui angoisse tout le monde, qui est à trouver pour ça, non, pour moi. Alors, c'est la dia qui est horrible quand on la voit comme ça, surtout quand M. Hermini vous dit que c'est simple. Moi, ça m'inquiète toujours quand il dit que c'est simple. Mais en fait, ça l'est, je vous assure. Donc, le problème, c'est qu'ici, c'est une espèce de fouillis où vous voyez plein de formules avec des trucs bizarres, des flèches, machin. Mais en fait, cette dia pourrait vous sauver la vie le jour de l'examen, parce que sur cette dia, vous avez toutes les formules. Je vois des gens qui doutent. C'est bien de douter. On va vous expliquer comment décortiquer chacune des formules et comment les utiliser à bon escient, bien sûr. Ça va? Donc, pas de panique. Je vous la montre juste pour que vous reteniez que vous avez cette dia qui va être importante pour vous le jour de l'examen. Donc, vous mettez du fluo, vous l'imprimez sur une page bleue, c'est comme vous voulez. Mais ça, c'est un recueil de formules pour l'analyse de variance simple. Ça va? Alors, évidemment, il y a toutes ces formules qui sont fort compliquées, mais il y a aussi des magnifiques logiciels de traitement statistique qui nous permettent d'arrêter de calculer ces choses. Alors, pourquoi on vous fait calculer en utilisant d'atroces formules et de magnifiques calculatrices? C'est de nouveau pour que vous compreniez le principe de fonctionnement. Parce que le jour où vous vous retrouvez devant les données qui sortent dans le logiciel stats et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous allez avoir du mal à décortiquer les résultats. Ça va? Même chose, si vous ouvrez votre logiciel, que vous devez faire tourner le test et que vous n'avez pas compris comment introduire les données, ça pose problème aussi, alors que la logique d'introduction des données est directement liée à la logique du test. Ça va? Donc, c'est quelque chose que nous, on ne va pas travailler en approche quantitative, mais qu'on va travailler dans le cours d'élaboration sur les traités. Okay. Donc, c'est juste pour vous mettre en tête que c'est le genre de choses qu'on devrait pouvoir travailler, pour que vous ayez un exemple. Ne paniquez pas là-dessus pour le moment, c'est pas l'idée. Ok? On va rentrer dans la partie concréto-concrète du test. On vous a fait une magnifique petite dia sur la marche à suivre pour effectuer une analyse de variance simple. Ça, c'est la deuxième dia, a priori, pour le jour de l'examen. Ça va. Les trucs à retenir, c'est qu'en fait, le principe de base, qui paraît tout con et qui peut être vraiment utile. Je vous coupe tout de suite, Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder si vous n'avez pas encore mis sur Moodle. Absolument pas, c'est surprise. Effectivement. Donc, les TP, merci, parce qu'en fait, les TP des exercices, vous avez demandé à mon centre aussi, on les dépose une fois qu'on a donné le cours à mon CH Charleroi. Ça va? Comme ça, on peut faire des exercices en classe avec vous, ce qui ne sera pas le cas du cours d'élaboration du traité. D'accord? Mais ici, on vous accompagne au fur et à mesure. On fait, pour cette séance-ci notamment, le premier exercice, on va le faire avec vous entièrement, pour vous montrer comment ça marche, comment aller chercher les données, etc. Puis le deuxième exercice qu'on va faire, vous serez plus ou moins indépendant. Donc l'idée, c'est de pas, que vous ne soyez pas trop tentés par le fait d'aller chercher les réponses, parce qu'on sait qu'on en a fort envie. Et donc, il y a sans doute un exercice qu'on n'aura pas le temps de faire. Il sera dans les DIA avec le corrigé. Donc ça, si vous avez le temps de le faire chez vous, tant mieux, c'est beaucoup mieux. Et on répond de nouveau à toutes les questions, toutes les informations que vous avez. Ça va? Voilà, merci. Donc, je disais, la marche à suivre. Toute première chose, débile et pourtant fondamentale, construire le tableau.
Je vous ai montré un petit tableau tantôt, qui était très bien fait, avec les colonnes, qui correspondaient bien à chacun au niveau de la variable. Ce ne sera pas toujours le cas, d'accord? Donc, première chose à faire, vous méfiez des données qu'on vous met sous les yeux. Vérifiez qu'elles correspondent bien à la fois à l'énoncé de ce qu'on vous a donné et à la manière dont vous allez les utiliser pour faire le test. Ça va? Il y a parfois des transformations à faire, on verra ça après. Alors, pour faire le tableau, évidemment, vous devez chercher l'AVD et l'AVI. Vous avez absolument besoin de l'AVI pour le tableau, pour savoir combien il y a de niveaux, pour vérifier que vous avez bien le nombre correspondant entre colonnes. D'accord. Parfois, vous aurez le nombre d'individus, etc. Et le fait d'avoir l'AVD et l'AVI, ça vous permet aussi de formuler l'hypothèse nulle. Okay, fondamentale avant de démarrer le test, parce que si vous n'avez pas d'hypothèse nulle au départ, vous n'aurez pas de problème en soi dans la procédure, vous aurez des soucis pour conclure. D'accord? Une fois que vous aurez utilisé les données que vous avez calculées. Quoi d'autre? Ben oui, dans ce tableau, la toute première chose à faire, qui normalement est basique, n'hésitez pas par contre à lire s'il y a un souci pour ça, c'est de calculer des moyennes. Normalement, vous avez été super entraîné à calculer des moyennes, déjà à peu près toute votre vie, et en plus en stade 1. Okay, mais on peut réexpliquer, c'est pas un souci. Donc, calculer les moyennes. Quelles moyennes? Ben, la moyenne de chacune des colonnes séparément, d'accord? Et puis la moyenne de l'ensemble des données du tableau. Ok? Ça, c'est les moyennes qui sont importantes à calculer, donc vous allez avoir besoin dans les formules qui vont apparaître après. Ça va? Une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer ce qu'on appelle les sommes des carrés d'écart. On va voir tout de suite les formules qui correspondent. Puis vous passerez au calcul des degrés de liberté, puis au calcul des carrés moyens, d'accord? Ce qui vous permettra ensuite de calculer le F et d'obtenir un nombre que vous allez pouvoir comparer au nombre d'une certaine table, la table du thème de Pythagore, qui vous permettra de conclure si votre hypothèse nulle était vraie ou fausse, et donc s'il y a une influence de l'AVI que vous aviez déterminé sur l'AVD que vous aviez déterminé. Ok? Ça, c'est les grands principes. C'est vraiment la colonne vertébrale de ce qu'on va faire maintenant. Okay, et on va suivre systématiquement chacune de ces étapes. Ça va? Ok. Alors, premier exercice.